Les couloirs du centre hospitalier Sainte-Marthe, en Provence, semblaient réservés à une élite médicale triée sur le volet, médecins et infirmiers issus des grandes écoles, avec des égos aussi démesurés que leur salaire. Quand Sandrine Morel entra, vêtue d'une blouse bleue trop large de 2 tailles et enveloppée d'un silence qui mettait mal à l'aise, ils ne se contentèrent pas de l'ignorer. Ils éclatèrent de rire. Ils l'appelèrent la muette, la femme de ménage, le boulet. Ils essayèrent de la pousser vers la sortie, sans savoir qui elle était réellement. Ils ignoraient que les cicatrices sur ses bras n'étaient pas dues à la maladresse, mais à des éclats d'obus. Ils ne savaient pas que leur patient le plus précieux, un commandant des commandos marines en train de mourir, ne se battait que pour une seule raison et ce n'était pas grâce aux médecins. Les rires dans la salle de pause du service ouest, au 4e étage, n'avaient rien de discret. C'était un rire sec, tranchant, volontairement assez fort pour traverser les cloisons fines. Je lui ai demandé un clan, et elle m'a donné un hémostat, ricana le docteur Nicolas Lemaire, affalé dans son fauteuil en cuir. Il était le prodige de Sainte-Marthe, chirurgien traumatologue vedette, dont la popularité sur les réseaux sociaux rivalisait avec son taux de réussite au bloc. Je te jure que les ressources humaines raclent le fond du panier. On dirait qu'elle sort d'un arrêt de bus. 45 ans si ce n'est plus, lança l'infirmière Sandrine Lemaire, infirmière de bloc, en remuant son café au lait à l'avoine. Qui commence une rotation infirmière à 45 ans? Et tu as vu ses mains? Elle tremble. Je l'ai vu frissonner en préparant le plateau de perfusion pour Madame Marie-Thérèse Giraud. Probablement un syndrome de stress post-traumatique, marmonna Lemaire en regardant sa montre. Alcoolique ou complètement usé. Dans tous les cas, sortez-la de mon bloc. Si elle touche un patient pendant une procédure critique, je dépose une plainte officielle contre l'administration. De l'autre côté de la porte, Sandrine Morel ajusta le col de sa blouse. C'était le modèle bleu réglementaire, mais sur elle il pendait, dissimulant une silhouette sèche, nerveuse, endurcie. Elle avait tout entendu. Elle ne scia pas. Elle ne fit pas irruption pour se défendre. Elle se contenta de saisir le plateau d'instruments stérilisés qu'elle transportait et se dirigea vers le poste infirmier. Sandrine travaillait à Sainte-Marthe depuis 3 semaines. En 3 semaines, elle avait prononcé moins d'une centaine de mots. Elle faisait le sale boulot, changer les bassins, désinfecter les surfaces, réapprovisionner les chariots des tâches que les jeunes infirmières, d'élite, jugeaient indignes d'elle. Elle prenait les gardes de nuit que personne ne voulait. Elle encaissait les moqueries. Et, la nouvelle. Sandrine s'arrêta. C'était le docteur Hugo Martin, interne de 2e année, avec ce sourire narquois gravé en permanence sur le visage. Il lui lança une blouse sale. Elle atterrit sur son épaule. Porte ça à la blanchisserie et apporte-moi un café. Noir. Et ne te plante pas comme avec les dossiers. Sandrine retira lentement la blouse de son épaule. Elle regarda Hugo. L'espace d'une fraction de seconde, ses yeux gris, habituellement ternes et passifs, brillèrent d'un éclat froid, métallique. Le regard de quelqu'un qui avait décidé de la vie ou de la mort d'un homme en un battement de cils. Le sourire d'Hugo vacilla imperceptiblement. Le café, dit Sandrine doucement. Sa voix était rauque, comme du gravier sur du velours. Où est le café? Balbutia-t-il, retrouvant contenance tandis qu'elle s'éloignait. Cinglé. La vérité, c'est que les mains de Sandrine tremblaient. Mais pas à cause de l'alcool. Elles tremblaient à cause des vibrations fantômes des rotors d'hélicoptères militaires. Elles tremblaient parce que, pendant 20 ans, ses mains avaient été couvertes du sang de garçons appelant leur mère dans la poussière du Sahel, du Levant, et d'endroits que l'État ne reconnaîtrait jamais officiellement. Elle n'était pas qu'une nouvelle infirmière. Elle était l'ancienne lieutenante Sandrine Morel, indicatif ange, parachutiste secouriste et infirmière de combat affectée à des unités spéciales de tout premier rang. Elle avait pris sa retraite 3 ans plus tôt, après qu'un engin explosif improvisé eût décimé la moitié de son convoi, lui laissant un traumatisme crânien et une colonne vertébrale renforcée de titane. Elle était venue à Sainte-Marthe non pour l'argent, mais parce qu'elle avait besoin du bruit. Le silence de la retraite était trop assourdissant. Elle avait besoin du bip des moniteurs pour dormir. Elle avait besoin d'être utile. Mais elle s'était promis, pas d'héroïsme, pas de combat, juste des soins discrets. Elle échouait surtout sur ce dernier point, principalement à cause du docteur Lemaire et de sa clique, qui lui rendait la vie infernale. Cet après-midi-là, le système d'annonce de l'hôpital grésilla. Le ton était différent.
3 signaux brefs. Code noir. Salle de déchocage 1. Arrivée dans 3 minutes. Événement à victimes multiples signalé. Transfert prioritaire en approche. La salle de pause se vida instantanément. Le docteur Lemaire aboyait déjà des ordres en courant dans le couloir. Sandrine, prépare le poste 1. Hugo, appelle la banque du sang. On y est, tout le monde. Des VIP arrivent de l'héliport. Sandrine Morel se tenait près du chariot de linge. Elle n'était pas affectée à la salle de déchocage 1. Elle était affectée au nettoyage. Mais alors que les sirènes se rapprochaient, un son traversa l'air stérile et lui glaça le sang, le martèlement rythmique et lourd d'un hélicoptère militaire se posant sur le toit. Sandrine lâcha la serpillière. Elle connaissait ce son. Ce n'était pas un hélicoptère sanitaire. C'était un appareil de transport tactique. Quelque chose avait terriblement mal tourné. La salle de déchocage bascula dans le chaos. Les portes s'ouvrirent à la volée et des ambulanciers, escortés par 2 hommes massifs en civil équipés de casques tactiques, firent entrer un brancard. Le patient n'était plus qu'un enchevêtrement de câbles, de compresses imbibées de sang et d'os brisés. Homme, quarantaine, multiples blessures par balle au thorax. Cria le chef d'équipe, la voix brisée. Tension à 6 sur 4 et en chute libre. On a perdu le pouls 2 fois dans l'hélico. Le docteur Lemaire s'avança, son ego gonflant jusqu'à remplir la pièce. Je m'en occupe. Dégagez. Posez-lui une voie. Groupage et compatibilité en urgence. Les hommes en tenue tactique restaient en suspens, menaçants. L'un d'eux, un géant barbu avec une cicatrice courant le long du cou, agrippa la manche de la blouse de Lemaire. Docteur, grogna-t-il. Écoutez-moi bien. C'est le commandant Marc Bélier de la Croix. Vous le perdez, et il n'existera aucun trou assez profond pour vous cacher. Lemaire se dégagea brusquement. Sortez ces hommes de mon bloc. J'essaie de sauver une vie ici. La sécurité escorta les opérateurs dehors, mais la tension resta si épaisse qu'on aurait pu l'étouffer. Sur la table, le commandant de la Croix déclinait. Le moniteur émit un hurlement plat et dissonant. Il fait un arrêt. Cria l'infirmière Sandrine. Palette de fibrillation. Hurla Lemaire. Charge à 2 sens. Boum. Rien. Charge à 300. Boum. Allez. Lemaire transpirait maintenant. Le chirurgien sûr de lui se fissurait. Les lésions étaient trop étendues. À chaque compression, un jet artériel éclaboussait le sol. Où est l'hémorragie? Je ne vois rien dans ce carnage. Dans un coin de la pièce, passée inaperçue, Sandrine Morel s'était glissée à l'intérieur. Elle n'aurait pas dû être là. Elle était censée nettoyer la salle d'attente. Mais elle observait le moniteur, et elle observait le flux sanguin. Elle vit ce que Lemaire ne voyait pas. Il se concentrait sur le thorax, mais le sang ne s'accumulait pas seulement dans la cage thoracique. L'abdomen du commandant était distendu, dur comme un tambour. Hémorragie jonctionnelle, murmura Sandrine. Personne ne l'entendit. J'ai dit charge à 360. Cria Lemaire. On le perd. Sandrine bougea. Ce n'était pas une décision consciente. C'était de la mémoire musculaire. Elle passa devant Hugo, qui tenta de la bloquer. Dégage d'ici, la femme de ménage. Siffla-t-il. Sandrine le repoussa. Ce n'était pas une poussée douce. Elle enfonça son épaule dans son sternum avec assez de force pour lui couper le souffle et l'envoyer trébucher contre un chariot. Et Lemaire leva la tête, les yeux écarquillés de rage. Qu'est-ce que vous faites, sécurité? Sandrine l'ignora. Elle atteignit la table. Elle ne regarda pas Lemaire. Elle regarda la blessure en haut de la cuisse du commandant, près de l'aine, dissimulée sous le pantalon tactique déchiqueté. L'artère fémorale. Une hémorragie interne masquée par le traumatisme thoracique. Il se vide de son sang par la fémorale, dit Sandrine, la voix ferme, descendant d'un octave pour prendre ce timbre de commandement qui avait déjà dirigé des équipes sous des tirs de mortier. Arrêtez les compressions. Vous êtes en train de le vider de son sang. Vous êtes viré. Rugit le docteur Lemaire. Éloignez-vous du patient.
Sandrine ne broncha pas. Elle enfonça son poing, littéralement tout son poing ganté profondément dans la plaie ouverte, à l'aine du commandant. C'était une manœuvre brutale, archaïque. La pièce devint silencieuse. J'ai dit, arrêtez les compressions. Sandrine planta son regard dans celui de Lemaire. Regardez le moniteur. Lemaire obéit. La tension artérielle, qui était plate depuis de longues secondes, afficha une faible oscillation. Puis une autre. Le jet artériel massif qui aspergeait le sol ralentit jusqu'à devenir un simple filet. En appliquant une pression manuelle directe de l'artère contre l'os du bassin, elle avait littéralement pincé le tuyau. Il se stabilise, murmura l'infirmière Sandrine Lemaire, les yeux rivés à l'écran. Sandrine ne sourit pas. Elle transpirait, le visage pâle, les mains légèrement tremblantes sous l'effort, mais sa prise était d'acier. Clan, dit-elle. Elle ne demanda pas. Elle ordonna. Lemaire resta figé. Son cerveau refusait d'assimiler la scène. L'infirmière de ménage qui l'avait raillé pour ses mains tremblantes avait le bras enfoncé jusqu'au coude dans un commando marine, maintenant sa vie par la seule force brute. J'ai dit, donnez-moi un putain de clan vasculaire, docteur. Aboya Sandrine. Lemaire sortit de sa torpeur, saisit l'instrument et le lui tendit. Avec une dextérité qui démentait ses tremblements précédents, Sandrine se fraya un chemin dans la cavité glissante de sang, trouva l'artère déchirée et la clampa à l'aveugle. Elle retira lentement la main. Le moniteur resta stable. Maintenant, dit Sandrine en retirant ses gants imbibés de sang pour les jeter à la poubelle, vous pouvez vous occuper des blessures thoraciques. Il ne se videra plus pendant que vous le faites. Elle se détourna pour partir. Attendez, balbutia Lemaire. Comment vous avez qui êtes-vous? Sandrine s'arrêta sur le seuil. L'adrénaline retombait, et la douleur familière dans sa colonne vertébrale revenait. Elle baissa les yeux. Juste la nouvelle infirmière, dit-elle calmement. Elle sortit. À cet instant, les portes de la salle de déchocage s'ouvrirent de nouveau. Les deux opérateurs que la sécurité avait expulsés se tenaient là. Ils avaient vu les 30 dernières secondes à travers la vitre d'observation. Le géant barbu fixa Sandrine lorsqu'elle passa devant eux. Ses yeux s'écarquillèrent. Il observa son visage, puis sa démarche, légèrement déséquilibrée sur la jambe gauche. « Ange » murmura-t-il. Sandrine ne s'arrêta pas. Elle continua jusqu'au vestiaire, s'assit sur un banc et enfouit son visage dans ses mains. Elle avait grillé sa couverture. Elle avait enfreint le protocole, et elle venait sans aucun doute de se faire virer. Dans la salle de déchocage, les constantes du commandant Marc Bélier de Delacroix se stabilisaient, mais le drame était loin d'être terminé. Lemaire construisait déjà son récit. Je l'ai sauvé. J'ai dirigé l'infirmière. C'était mon équipe. Il ignorait que l'homme sur la table commençait à se réveiller. Et il ignorait surtout que le commandant Delacroix devait désormais à Sandrine Morel une dette qu'aucune somme d'argent ne pourrait régler. L'adrénaline s'était dissipée depuis longtemps, laissant le docteur Nicolas Lemaire dans un calme calculé. Il se tenait dans le bureau de l'administrateur Stéphane Dumas, un homme dont l'inquiétude pour les fonds de dotation de l'hôpital dépassait largement celle pour les patients. Elle a agressé un interne, Stéphane, déclara Lemaire en lissant sa blouse blanche immaculée. Elle a physiquement poussé le docteur Hugo Martin, et elle a plongé ses mains non lavées dans un champ opératoire stérile. C'est un miracle que le commandant Delacroix n'ait pas fait un choc septique immédiat. J'ai dû intervenir, réparer les dégâts qu'elle a causés et stabiliser le patient moi-même. Dumas tapota son stylo sur le bureau en bois sombre. Mais le patient est en vie grâce à moi, poursuivit Lemaire sans ciller. J'ai guidé l'équipe. Elle a été une perturbation dangereuse et instable. Je veux que son autorisation soit révoquée, et je la veux dehors. Si l'armée apprend qu'une infirmière gériatrique aux mains tremblantes a tripoté un commandant des commandos, nous perdrons le contrat militaire. Dumas hocha lentement la tête. Vous avez raison. On ne peut pas prendre ce risque. Rédigez la lettre de licenciement. La sécurité la raccompagnera avant le changement d'équipe. Pendant que l'administration complotait sa chute, Sandrine se trouvait dans la salle de stérilisation, frottant des instruments. L'eau était brûlante, lui mettant les mains à vif, rouges, mais elle ne le sentait pas. Elle était perdue dans un souvenir, une tempête de poussière dans une vallée reculée du Sahel, l'odeur du diesel brûlé, et le poids d'un garçon mourant dans ses bras.
Elle savait que c'était fini. Elle savait que le maire retournerait la situation. Dans le monde civil, les résultats comptaient moins que le protocole. Dans son ancienne vie, si vous sauviez l'otage, vous étiez un héros. Ici, si vous sauviez le patient sans remplir le bon formulaire, vous étiez un danger juridique. En réanimation, l'atmosphère était lourde. Le commandant de la Croix était réveillé, lourdement sédaté. C'était un homme taillé dans le granit, avec des yeux qui avaient vu trop de ténèbres pour jamais se fermer complètement. Son équipe, les opérateurs qui l'avaient amené, montaient la garde. Il refusait de quitter la chambre malgré les protestations de l'infirmière. Intégrité de l'unité. Le géant barbu, que les autres appelaient Stéphane le Hollandais roux, grogna face à une infirmière terrorisée. On ne rompt pas ça. Le docteur Lemaire entra d'un pas assuré, un sourire professionnel plaqué sur le visage. Il tenait un dossier. « Messieurs, dit-il en hochant la tête vers les opérateurs, puis se tournant vers le lit. Commandant, heureux de vous voir parmi nous. Ça a été limite, mais j'ai réussi à clamper la fémorale juste à temps. Vous avez eu de la chance. » Delacroix cligna des yeux, sa vision s'éclaircissant. Il regarda le maire. Puis les mains douces et manucurées du chirurgien. Vous, rapatait-il, la voix comme des pierres qui se broient. Oui, répondit le maire avec enthousiasme. Je suis le docteur Lemaire, chef de la chirurgie traumatologique. J'ai dirigé l'équipe. Delacroix fronça les sourcils. Les souvenirs revenaient par flash, des éclairs blancs, une douleur brûlante. Mais il se rappelait une sensation. Une prise. Ce n'était pas le contact hésitant d'un chirurgien craignant de casser quelque chose. C'était une intrusion violente, décisive, atrocement douloureuse, mais qui avait stoppé la sensation glacée de la mort remontant dans ses jambes. Et il se souvenait d'une voix. Pas le baryton lisse de cet homme. Une voix de femme. Rauque. Enfumée. Autoritaire. Il y avait une femme, murmura Delacroix. Le sourire de Lemaire ne vacilla pas, mais ses yeux se durcirent. Ah oui, les infirmières. Elles m'assistaient. Procédure standard. Non, dit Delacroix en tentant de se redresser avant que la douleur ne le force à retomber. Pas une infirmière. Une soldate. Lemaire eut un petit rire condescendant. L'anesthésie joue des tours à l'esprit, commandant. Il n'y a pas de soldats dans mon personnel médical, seulement des médecins hautement qualifiés. Reposez-vous maintenant. Il fit signe aux infirmières d'augmenter la sédation et se tourna pour sortir. Mais en passant devant le Hollandais, l'opérateur géant lui barra le passage. Docteur. Oui. Répondit le maire, agacé. Qui était la femme aux yeux gris? Celle qui est sortie? Le maire ricana. Une personne sans importance. Une infirmière intérimaire. Elle est en train d'être licenciée pour incompétence. Ne vous inquiétez pas, elle ne s'approchera plus jamais du commandant. Le maire sortit, triomphant. Le Hollandais le suivit du regard, puis se tourna vers Delacroix. Les yeux du commandant étaient ouverts. Le brouillard se dissipait. Stéphane, murmura-t-il. Je suis là, chef. Il ment, dit Delacroix. Trouve-la. Sandrine était assise dans un petit bureau sans fenêtre des ressources humaines. En face d'elle, Nathalie, l'air plus ennuyée qu'en colère, soupira en faisant glisser un document sur le bureau. Madame Morel, le docteur Lemaire a déposé un rapport d'incident officiel. Insoumission, agression physique sur un interne et exercice hors du cadre de votre autorisation professionnelle. Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre fin à votre contrat avec effet immédiat. Sandrine regarda la feuille. Licenciement. Elle ne protesta pas. Elle n'expliqua pas que le maire était paralysé ni que l'interne gênait. Elle hocha simplement la tête. D'accord, dit-elle doucement. Veuillez remettre votre badge. Sandrine décrocha la carte plastique de sa blouse et la posa sur le bureau. Elle lui sembla soudain plus légère. Vous avez 20 minutes pour vider votre casier. La sécurité vous accompagnera jusqu'à la sortie. Sandrine se leva. Son dos la faisait souffrir. L'ancien éclat d'obus dans sa hanche pulsait, un rappel familier que la pluie n'était plus très loin. Elle sortit du bureau,
encadrée par 2 agents de sécurité qui la regardaient comme une criminelle. Ils la firent traverser le couloir principal. C'était le changement d'équipe. Le passage était bondé de médecins, d'infirmières et d'internes. Tous s'arrêtèrent pour regarder. Dans un hôpital, les nouvelles vont vite. Tout le monde savait. L'étrange infirmière muette avait fini par craquer et s'était fait virer. Bon débarras, murmura Hugo Martin. L'interne qu'elle avait bousculé ricana en la voyant passer. Il tenait une poche de glace contre sa poitrine. J'espère que tu aimeras retourner des burgers. L'infirmière Sandrine Lemaire était là aussi, secouant la tête. Je te l'avais dit, elle n'était pas faite pour ça. Trop instable. Sandrine garda les yeux droits devant elle. Elle portait une petite boîte en carton contenant un stéthoscope, une paire de chaussettes de rechange et une photo encadrée d'un chien mort depuis des années. C'était tout. C'était toute sa vie au centre hospitalier Sainte-Marthe. Elle atteignit le hall d'accueil. Les portes automatiques étaient juste devant. La liberté. Le silence. Stop. Le cri fut si puissant qu'il fit vibrer la vitre du guichet d'accueil. Le vigile s'arrêta. Sandrine s'arrêta aussi. Au bout du long couloir menant aux ascenseurs avançait une formation d'hommes. C'était Stéphane le Hollandais, Leroux et 3 autres opérateurs. Ils ne marchaient pas. Ils avançaient avec une détermination qui forçait médecins et visiteurs à s'écarter précipitamment. Le Hollandais aperçut Sandrine. Il la désigna du doigt. « Vous » tonna-t-il. « Ne bougez pas. » Les agents de sécurité posèrent la main sur leur ceinture. Ils n'avaient pas d'armes à feu, seulement des tasers. « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est une zone restreinte. » Le Hollandais ne leur accorda même pas un regard. Il continua d'avancer jusqu'à se tenir à moins d'1 mètre de Sandrine. Il la dominait de toute sa taille. Le couloir devint silencieux. Tous observaient. Était-elle en train d'avoir des ennuis? Avait-elle blessé le patient? La police militaire venait-elle l'arrêter? Hugo eut un sourire mauvais. Oh, ça va être bon. Ils vont l'embarquer. Le Hollandais baissa les yeux vers Sandrine. Il regarda la boîte en carton dans ses mains. Puis son visage, la cicatrice au-dessus du sourcil, les yeux gris, sa posture parfaitement équilibrée, prête à bouger. « Madame, dit-il d'une voix étonnamment douce pour un homme de cette stature, le commandant de la Croix demande à vous voir. » Sandrine resserra sa prise sur la boîte. « Je ne travaille plus ici. Je viens d'être licencié. » La tête du Hollandais se redressa brusquement. Il balaya le hall du regard jusqu'à repérer le docteur Nicolas Lemaire, qui venait de descendre pour assister au spectacle. « Licencié » répéta-t-il, le mot chargé d'une menace sourde. « Elle a failli tuer le patient » cria Lemaire depuis l'arrière, tentant de reprendre le contrôle du récit. « Elle est dangereuse pour cet hôpital. Agent, éloignez-la. » Le Hollandais se tourna lentement vers lui. Les 3 autres opérateurs s'écartèrent en éventail, formant instinctivement un périmètre protecteur autour de Sandrine. Une manœuvre discrète, une formation en diamant utilisée pour sécuriser un VIP. « Failli le tuer ?» demanda le Hollandais d'une voix basse. L'homme là-haut est en vie parce que quelqu'un savait comment comprimer une artère fémorale sans la voir. Et je sais avec certitude, docteur, que ce n'était pas vous. J'ai vu les images de sécurité de la salle. Un souffle parcourut le hall. C'est une zone confidentielle. Balbutia Lemaire, le visage rouge. C'est une preuve, corrigea le Hollandais. Et j'y ai vu une femme avec une démarche asymétrique et une technique de clampage de la main gauche sauver la vie de mon chef pendant que vous hurliez pour plus de volts. Il se tourna de nouveau vers Sandrine. Il vit la façon dont elle fixait le sol, essayant de disparaître. Il vit la honte qu'elle n'aurait jamais dû ressentir. « Nous avons consulté votre dossier, madame, dit-il à voix basse pour elle seule. Enfin le dossier que vous avez donné aux ressources humaines. Sandrine Morel, diplôme d'infirmière, expérience en maison de retraite. » Sandrine ne releva pas la tête. « Puis j'ai passé un coup de fil à un ami au ministère des Armées, continua-t-il. Je lui ai donné vos constantes, votre description. Et il m'a dit qu'il n'existait aucune Sandrine Morel. » Les yeux de Sandrine se levèrent brusquement vers lui.
Le Hollandais esquissa un sourire triste et respectueux. Il m'a dit qu'il existait une Jane Doe, retraitée des unités de force spéciales, indicatif ange. La seule femme à avoir terminé le parcours complet de secouriste parachutiste et à avoir servi avec les équipes, hors registre. 400 vies sauvées en combat. La boîte glissa des mains de Sandrine et tomba au sol dans un bruit sourd. Un murmure parcourut la foule. Force spéciale. 400 sauvetages. Le maire se fraya un chemin jusqu'au premier rang. Je m'en fiche qu'elle soit Florence Nightingale. Elle a enfreint le protocole. Elle est licenciée. Elle ne va nulle part. Une voix retentit depuis les ascenseurs. La foule s'écarta. Un fauteuil roulant avançait, poussé par une infirmière terrorisée. Dedans se trouvait le commandant Marc Bélier de la Croix. Il était livide, relié à une perfusion et à un moniteur portable, l'air à peine vivant. Mais il était assis. « Commandant, vous ne pouvez pas être hors de votre lit !» cria le maire. Delacroix l'ignora. Il regarda à travers le hall jusqu'à Sandrine. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis des années, Sandrine se sentit vue. Pas comme une femme de ménage. Pas comme une ratée. Mais pour ce qu'elle était réellement. Delacroix leva une main tremblante. Il ne pointa pas. Lentement, douloureusement, il porta la main à son front. Il la salua. Le Hollandais et les 3 autres opérateurs se mirent au garde-à-vous d'un seul mouvement. Leurs bottes frappèrent le sol en linoléum à l'unisson. Clac! Ils rendirent un salut net, impeccable. Le silence dans le hall était assourdissant. Lieutenante, rapa Delacroix en utilisant son ancien grade, je crois que ma vie est de nouveau entre vos mains. La lèvre de Sandrine trembla. Elle lutta, mais une larme unique traça un sillon sur sa joue couverte de poussière. Elle se redressa lentement. La posture voûtée de l'infirmière épuisée disparut. Les épaules s'alignèrent. Le menton se releva. Elle rendit le salut. « Commandant » murmura-t-elle. Le maire regarda autour de lui, comprenant que la situation venait de basculer violemment contre lui. « C'est ridicule. C'est un hôpital, pas un terrain de parade. » « Sécurité. »« Taisez-vous » dit Stéphane Dumas. L'administrateur était apparu sur la galerie surplombant le hall. Il avait tout vu. Il fixa le maire. « Taisez-vous, Nicolas. » Dumas descendit les marches. Il s'approcha de Sandrine. Il regarda les opérateurs, puis le commandant, puis l'infirmière qu'il avait ordonné de renvoyer quelques minutes plus tôt. « Morel, dit-il d'une voix légèrement tremblante. Il semble qu'il y ait eu un sérieux malentendu concernant votre situation professionnelle. » Il n'y a aucun malentendu, répondit Sandrine, la voix retrouvant l'acier de la salle de déchocage. Elle regarda le maire. « Je démissionne. » « Non, dit Delacroix depuis son fauteuil. « Vous ne démissionnez pas. » Il avança jusqu'à se trouver juste devant elle. « J'ai une mission pour vous, Ange, dit-il. Et elle paie mieux que cet endroit. » Mais avant que Sandrine puisse répondre, les portes de l'hôpital s'ouvrirent violemment de nouveau. Cette fois, ce n'était pas un patient. C'était un homme en costume noir, une mallette à la main, suivi de 2 gendarmes. « Docteur Nicolas Lemaire ?» demanda l'homme en costume. Le maire cligna des yeux. « Je suis le docteur Lemaire. Je viens de la commission d'éthique médicale, dit l'homme. Nous venons de recevoir un dossier numérique contenant les images de sécurité de la salle de déchocage 1, ainsi que des enregistrements audio vous montrant en train de falsifier des dossiers patients. » Le maire pâlit. Il regarda le Hollandais. Le Hollandais leva son téléphone et lui adressa un clin d'œil. « Vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête immédiate, » déclara l'homme en costume. « Gendarme, veuillez escorter le docteur hors des locaux. » On emmena le maire en le traînant presque, tandis qu'il se débattait en hurlant à propos de sa réputation. Le hall explosa en applaudissements. Pas pour le maire. Ils applaudissaient Sandrine. Mais l'histoire n'était pas terminée, parce que la mission dont le commandant de la Croix venait de parler n'était pas qu'une offre. C'était un avertissement. Les hommes qui avaient tiré sur Delacroix étaient encore en liberté, et ils savaient qu'il était à Sainte-Marthe. L'hôpital n'était plus sûr. Les applaudissements retombèrent aussi vite qu'ils avaient éclaté,
remplacée par une tension froide, vibrante. Delacroix ne sourit pas. Il attrapa le poignet de Sandrine, une prise étonnamment forte pour un homme qui avait été en arrêt cardiaque 1 heure plus tôt. « Ange », murmura-t-il assez bas pour que seule Sandrine et le Hollandais l'entendent. Ils ne nous ont pas seulement tendu une embuscade. Ils nous ont traqués. C'est l'organisation de l'ombre qu'on appelle Noirval. Ils savent que j'ai la clé de chiffrement. Ils savent que je suis ici, et ils ne laissent pas de témoins. Les yeux de Sandrine se plissèrent. Noirval, une société militaire privée hors la loi, impitoyable, efficace, lourdement armée. Si Noirval arrivait, la sécurité de l'hôpital ne ferait pas le poids. Combien de temps ? Demanda Sandrine, la voix glissant sans effort vers un rythme tactique. Ils ont frappé le convoi à 14 heures, dit le Hollandais en regardant sa montre. Ils vont suivre l'hélico sanitaire. Ils savent qu'on est immobile. Je dirais moins de 20 minutes avant que la première équipe de reconnaissance ne force l'entrée. Sandrine se tourna vers la foule figée de médecins et d'infirmières. Stéphane Dumas était toujours là, l'air perdu. Hugo Martin et l'infirmière Sandrine Lemaire fixaient Sandrine comme si elle venait d'une autre planète. « Écoutez-moi » cria Sandrine. Le râpeux de sa voix avait disparu, remplacé par une présence de commandement pur. On verrouille cet hôpital. Ce n'est plus un établissement de soins. C'est un point d'appui défensif. Vous ne pouvez pas commencer Dumas. Si vous voulez vivre, vous ferez exactement ce que je dis, le coupa Sandrine. Elle se tourna vers le Hollandais. Hollandais, prends ton équipe et sécurise les entrées du rez-de-chaussée. Utilisez les distributeurs et les meubles lourds pour barricader les portes vitrées. Rien n'entre. Bien reçu, mon lieutenant, répondit-il avec un sourire, en armant d'un geste sec la glissière de son arme dissimulée. Sandrine se tourna vers Hugo. L'interne arrogant tremblait. Hugo, dit-elle sèchement. Oh oui. Prends Sandrine Lemaire et déplacez tous les patients de l'aile sud vers les couloirs intérieurs, loin des fenêtres. Coupez les lumières. Maintenant. Mais le docteur Lemaire a dit balbutia l'infirmière. Lemaire est dehors, claqua Sandrine. Je suis l'officier le plus gradé sur ce pont. Bougez. Ils bougèrent. Sandrine fit rouler le fauteuil de Delacroix vers les ascenseurs. On monte au 4e. La chirurgie. Murs plus épais, moins de points d'accès, et des groupes électrogènes. Quand ils atteignirent le 4e étage, l'hôpital bourdonnait d'une terreur contenue. Sandrine poussa Delacroix dans la salle de déchocage 3, la plus éloignée des ascenseurs. Elle commença à débarrasser la pièce de tout ce qui n'était pas essentiel. « Il vous faut une arme », dit Delacroix, cherchant du regard l'étui posé sur le tas de vêtements ensanglantés qu'on avait mis sous scellé. Il était vide. Les ambulanciers ont pris mon SIG. J'ai des armes, répondit Sandrine en ouvrant un tiroir. Elle en sortit un scalpel, un rouleau de ruban chirurgical épais, et une bonbonne d'éthanol sous pression. Soudain, les lumières clignotèrent et s'éteignirent. Noir total. Une seconde plus tard, les générateurs de secours se déclenchèrent, baignant les couloirs d'une lumière rouge d'urgence, faible et inquiétante. Clic. L'interphone grésilla. Mais ce n'était pas l'opérateur de l'hôpital. La voix du commandant Delacroix sortit des haut-parleurs, déformée, numérisée. Nous savons que vous êtes au 4e étage. Envoyez la clé de chiffrement dans l'ascenseur et nous épargnerons les civils. Vous avez 5 minutes. Sandrine regarda Delacroix. Ils bluffent, dit-il. Ils tueront tout le monde pour effacer leurs traces. Sandrine se dirigea vers les doubles portes du service de chirurgie. Elle regarda par la petite vitre. Au bout du couloir, les ascenseurs sonnèrent. Les portes s'ouvrirent. 4 hommes en sortirent. Tenue tactique noire, masque à gaz, pistolet mitrailleur muni de silencieux. Ils se déplaçaient avec une précision fluide, professionnelle. Des opérateurs de Noirval. Ils n'étaient pas là pour négocier. Sandrine se retourna vers le poste infirmier où Hugo et l'infirmière Sandrine Lemaire étaient recroquevillés derrière le comptoir. Dans le local de stockage, murmura Sandrine. Verrouillez la porte. N'ouvrez sous aucun prétexte sauf si vous entendez ma voix. Qu'est-ce que vous allez faire ? Souffla Hugo, des larmes coulant sur ses joues.
Vous n'avez pas d'arme. Sandrine regarda le scalpel dans sa main. Puis l'extincteur sur le mur. Puis les ombres qui s'étiraient dans le couloir. Je vais trier la situation, dit-elle. Elle se glissa dans l'obscurité du couloir, disparaissant comme un fantôme. Le couloir était silencieux, à part le martèlement régulier des bottes de Noirval, boum, boum, boum. Ils avançaient en colonne, fouillant les pièces une à une. Enfoncer. Vérifier. Avancer. Enfoncer. Vérifier. Avancer. Il se rapprochait de la salle de déchocage 3. Le chef d'équipe fit signe d'arrêter. Il repéra quelque chose au sol, un fauteuil roulant renversé. Une diversion. Vérifiez à droite, souffla-t-il dans son micro. Le deuxième homme se détacha pour inspecter le placard à linge. Il ouvrit la porte. Ouch! Une explosion de poudre blanche lui éclata au visage. Sandrine avait fixé un extincteur à poudre sèche à la poignée avec du ruban chirurgical. L'homme toussa, aveuglé, agitant les bras. Dans la confusion, une ombre tomba des dalles du faux plafond au-dessus d'eux. C'était Sandrine. Elle ne retomba pas au sol. Elle atterrit sur le dos du troisième homme. Avant qu'il puisse lever son arme, elle planta une seringue dans l'ouverture de son cou, là où l'armure laissait un espace. De la succinylcholine, un paralysant utilisé pour l'intubation. L'homme s'effondra comme une pierre, ses muscles se contractant violemment. Le chef se retourna en tirant à l'aveugle. Les balles mâchèrent le placoplâtre, mais Sandrine bougeait déjà. Elle roula sous un brancard, glissant sur le sol luisant comme un joueur de baseball volant une base. Elle ressortit derrière l'homme aveuglé, encore en train de se frotter les yeux. Elle frappa l'arrière de son genou pour le faire tomber et arracha de ses mains le pistolet mitrailleur MP5. Contact arrière. Hurla le chef. Sandrine n'hésita pas. Elle n'était plus une infirmière. Elle était ange. Elle tira 2 rafales contrôlées. Le chef prit l'impact dans son gilet et recula en trébuchant, se mettant à couvert derrière le comptoir du poste infirmier. Le quatrième homme arrosa le couloir, forçant Sandrine à plonger dans une chambre de patient ouverte. « Elle est armée !» cria le chef. « Flanquez-la !» Grenade. Une grenade glissa sur le sol, s'immobilisant juste devant la porte de la chambre où Sandrine s'était réfugiée. Sandrine la vit. Pas le temps de fuir. Elle attrapa un tablier lourd, plombé, utilisé pour la protection aux rayons X, accroché à une patère. Elle le jeta sur la grenade et plongea derrière le cadre de lit en chêne massif. Boum. L'explosion secoua l'étage. Le tablier absorba l'essentiel des éclats, mais l'onde de choc lui fit vibrer les dents et siffler les oreilles. Poussière et fumée envahirent le couloir. Avancez. Elle est sonnée, lança une voix. Les 2 hommes restants progressèrent à travers la fumée. Sandrine était étourdie. Sa vision ondulait. Du sang coulait de son nez. Elle vérifia le MP5, enrayé par le choc. Inutilisable. Elle balaya la pièce du regard. Une bouteille d'oxygène. Un défibrillateur. Elle saisit les palettes du défibrillateur et appuya sur charge. Une voix, juste derrière la porte. Claire. Gauche. Une botte noire entra dans la chambre. Sandrine n'attendit pas. Elle bondit. Elle ne visa pas l'homme. Elle visa son arme. De la main gauche, elle dévia violemment le canon, hurlant quand le silencieux brûlant lui rôtit la paume. De la main droite, elle écrasa la palette du défibrillateur contre la poitrine de l'homme, juste au-dessus du cœur. « Claire !» cria Sandrine. Choc. 360 joules traversèrent l'opérateur. Son corps se raidit. Son doigt se crispa sur la détente, envoyant une rafale de balles dans le plafond avant qu'il ne s'effondre, convulsant. Il n'en restait plus qu'un. Le chef. Sandrine attrapa le pistolet de l'homme tombé à un Glock 19. Elle roula sur le dos, visant la porte. Personne n'entra. Le silence. Pas mal pour une infirmière, lança la voix du chef depuis le couloir. Je ne suis pas une infirmière, répondit Sandrine, la voix stable malgré la douleur brûlante dans sa main. Je sais, répondit la voix. Ange.
On a lu ton dossier. Dommage, tu aurais pu travailler pour nous. Je ne travaille pas pour des traîtres. Alors tu meurs. Un cylindre métallique roula dans la pièce. Pas une grenade explosive. Une grenade assourdissante. Sandrine ferma les yeux et se couvrit les oreilles. Bang. Même les yeux clos, la lumière fut aveuglante. Ses oreilles hurlèrent. Elle perdit ses repères. Le chef surgit dans la pièce. Il la vit au sol. Il leva son fusil et le pointa sur sa tête. Adieu, ange. Clic. Le percuteur frappa une chambre vide. Il avait tiré ses dernières cartouches au plafond pendant la confusion précédente. Le chef jura et porta la main à son arme de poing. Ce demi-seconde de retard fut tout ce qu'il fallait. Sandrine ne tira pas. Elle balaya ses jambes. Il s'écrasa lourdement au sol. Sandrine fut sur lui instantanément. Ce n'était plus une fusillade. C'était un combat brutal, à bout portant. Il était plus fort. Plus lourd. Il la frappa au visage, lui fendant la lèvre. Elle encaissa le coup et lui fracassa le nez d'un coup de tête. Il rugit et referma ses mains autour de sa gorge, serrant. Des taches noires dansèrent devant les yeux de Sandrine. Elle ne pouvait plus respirer. Sa main chercha à tâtons sur le sol. Du métal froid. Des ciseaux de traumatologie qu'elle avait laissés tomber plus tôt. Avec sa dernière once de force, elle les enfonça dans le point faible du gilet tactique, à la jonction de la sangle d'épaule. Il hurla et lâcha prise. Sandrine roula sur le côté, haletante. Elle attrapa le Glock qu'elle avait lâché. Le chef se releva en titubant, sortant un couteau. « Reste à terre », avertit Sandrine. Il se jeta sur elle. Bang. Bang. 2 balles dans la poitrine. Le chef bascula en arrière, s'écrasant contre un chariot de compresse stérile. Le silence retomba sur le 4e étage. Sandrine resta assise un instant, haletante, le sang coulant de son nez et de sa lèvre. Sa blouse était déchirée, laissant apparaître les vieilles cicatrices sur ses bras. « C'est fini ?» demanda une voix. Sandrine se retourna d'un coup, arme levée. C'était Hugo. Il dépassait timidement du local de stockage, le visage livide. Il regarda les corps des mercenaires lourdement entraînés étendus dans le couloir. Puis la trace brûlée laissée par la grenade sur le mur. Puis il regarda Sandrine. Elle était couverte de poussière, de sang et de plâtre. Terrifiante. Magnifique. Vérifie la cage d'escalier, Hugo, dit Sandrine en se relevant et en essuyant le sang sur sa bouche. Et apporte-moi un kit de suture. Je crois que j'ai fait sauter un point. Hugo hocha frénétiquement la tête. Oui, madame. Tout de suite, madame. Sandrine boita jusqu'à la salle de déchocage 3. Elle ouvrit la porte. Le commandant de la Croix était assis, un scalpel à la main, prêt à se battre. Il la vit et se détendit. « Situation ?» demanda-t-il. « Étage sécurisé », répondit Sandrine en s'appuyant contre l'encadrement. 4 hostiles neutralisés. Mais ils enverront une seconde vague. Il faut bouger. On ne peut pas, dit Delacroix en désignant la fenêtre. Sandrine regarda dehors. Sur le parking, 3 SUV noirs venaient de s'arrêter. D'autres hommes en sortaient, lourdement armés. Un hélicoptère approchait par le sud. Pas un appareil sanitaire, mais un hélicoptère d'attaque noirci. L'équipe d'extraction, dit Delacroix sombrement. Ou l'équipe de nettoyage. Sandrine vérifia le chargeur du Glock. 7 cartouches. Hollandais, dit-elle dans le micro du casque qu'elle avait pris au chef abattu. Cloué dans le hall, mon lieutenant, répondit sa voix, couverte par des tirs nourris. On prend très cher. Impossible de vous rejoindre. Sandrine regarda Delacroix. Ils étaient piégés au 4e étage. Aucune descente. Aucune sortie. On dirait qu'on va devoir faire ça à la dure, dit Sandrine. C'est quoi, à la dure ? demanda Delacroix. Sandrine regarda les bouteilles d'oxygène alignées contre le mur. Puis l'hélicoptère qui approchait. Un plan fou. Désespéré.
On monte sur le toit, dit-elle. Pour se rendre? Non. Ses yeux s'illuminèrent d'une détermination glaciale. Pour leur prendre leurs moyens de transport. La cage d'escalier menant au toit était un puits vertical de béton et d'ombre. Sandrine ne poussa pas le fauteuil. Les marches rendaient cela impossible. À la place, elle passa le bras du commandant de la Croix sur ses épaules. Son propre corps devint la béquille de son corps brisé. Chaque marche fut une lutte contre la gravité et la douleur. « Laisse-moi » gronda Delacroix, la sueur lui brûlant les yeux. « Tu peux atteindre le périmètre. » Négatif, haleta Sandrine, les jambes en feu. « On part ensemble ou on ne part pas. » Ils jaillirent à travers la lourde porte coupe-feu en acier et débouchèrent sur le toit. Le monde explosa en bruit et en vent. Un hélicoptère MH-6 Little Bird, noir mat, planait à quelques mètres de l'héliport, ses rotors fouettant la pluie en furie. Le souffle était immense, arrachant la blouse de Sandrine. 4 hommes descendaient en rappel depuis les patins, les nettoyeurs. Ils touchèrent le toit avec fracas, armes levées. Sandrine tira de la croix derrière une énorme unité de ventilation, juste au moment où les balles ricochaient sur le métal. Pigne. 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 Il nous cloue. Hurla Delacroix par-dessus le vacarme des rotors. Sandrine regarda la bouteille d'oxygène qu'elle avait traînée avec eux. Un pari insensé. Une chance sur 1 million. Mais elle n'avait plus d'option. « Couvrez-vous les oreilles !» cria-t-elle. Elle ne visa pas les hommes. Elle visa la vanne de la bouteille d'oxygène sous pression, posée sur le béton entre eux et l'ennemi. Elle leva le Glock. Elle inspira, trouva le calme au cœur du chaos. Bang! La balle arracha la vanne. La bouteille n'explosa pas. Elle devint un missile. Dans un hurlement strident de gaz s'échappant sous pression, le lourd cylindre d'acier jaillit à une vitesse terrifiante. Il frappa les jambes du mercenaire de tête, broyant l'os, puis ricocha vers le rotor de queue de l'hélicoptère en vol stationnaire. Crunch! L'hélicoptère poussa un cri mécanique déchirant. Le rotor de queue se désintégra. Le pilote perdit le contrôle. L'appareil se mit à tourner violemment, le couple l'emportant. Le pilote lutta sur le manche, mais la physique fut implacable. L'hélicoptère dérapa de côté, ses patins heurtèrent le bord du toit et il s'écrasa brutalement sur l'héliport, roulant sur le flanc. Les pales éclatèrent, projetant des éclats comme une pluie mortelle. Les mercenaires sur le toit furent projetés au sol par l'impact. Maintenant! Rugit Sandrine. Elle hissa Delacroix. Ils ne s'éloignèrent pas du crash. Ils coururent vers lui. Le pilote était affaissé sur les commandes, inconscient. Du carburant s'écoulait. Le moteur hurlait, prêt à se désintégrer. Sandrine arracha la porte du pilote, le détacha et le traîna sur le béton détrempé. Elle poussa Delacroix sur le siège copilote. « Tu sais piloter » cria-t-il en s'attachant. « Je suis secouriste parachutiste » cria Sandrine en sautant sur le siège du pilote. « On en sait assez pour rentrer. » « On en sait assez pour rentrer » dit Sandrine en balayant la console du regard. C'était un cockpit numérique complexe, de niveau militaire. Les voyants d'alerte clignotaient en rouge. Régime rotor bas. Panne hydraulique. Allez, allez, murmura-t-elle en actionnant les interrupteurs avec une rapidité maîtrisée. Elle coupa l'autogaz et engagea la commande manuelle. À l'extérieur, les mercenaires encore debout se relevaient. Ils levèrent leurs fusils. Les balles éclatèrent le pare-brise. Des éclats de verre jaillirent dans le cockpit. Sandrine saisit le cyclique et tira violemment sur le collectif. L'hélicoptère gémit, vibra, puis se souleva. C'était brutal. Il bascula sur la gauche, raclant le béton dans une pluie d'étincelles, mais il était en l'air. Sandrine donna un coup de palonnier, faisant pivoter le nez de l'appareil. Elle ne s'éloigna pas tout de suite. Elle piqua du nez, frôlant les mercenaires, les forçant à se jeter à couvert. « Hollandais !» cria Sandrine dans le casque. « Le toit est dégagé. On a un transport aérien. Amenez tout le monde sur le toit. » Négatif, Ange, grésilla la voix du Hollandais, tendue, couverte par des tirs nourris. « On est coupé. Les ascenseurs sont hors service. On tient le hall,
mais on n'a plus de munitions. Sandrine jeta un coup d'œil à la jauge de carburant. Bas niveau. Elle regarda le commandant de la Croix. Il déclinait de nouveau, les forces G lui arrachant ce qui lui restait d'énergie. Elle prit une décision. « Accroche-toi, dit-elle. » Elle poussa le manche vers l'avant. L'hélicoptère endommagé plongea du bord du bâtiment. Pendant une seconde interminable, ils furent en chute libre vers le parking. Puis Sandrine tira sur le manche au dernier instant, redressant l'appareil à une quinzaine de mètres du sol. Elle se stabilisa juste devant l'entrée vitrée principale de l'hôpital, là où la bataille faisait rage. À l'intérieur, le Hollandais et son équipe étaient cloués derrière le comptoir d'accueil. Les opérateurs de Noirval avançaient. Sandrine n'avait pas d'armes embarquées. Le crash avait bloqué les mitrailleuses. Mais elle avait autre chose. Tenez bon. Elle fit pivoter l'hélicoptère, orientant le souffle des moteurs et le gigantesque rabattement d'air directement vers les portes vitrées déjà brisées du hall. La rafale fut celle d'un ouragan. Elle balaya le hall, projetant meubles, éclats de verre et hommes de Noirval en arrière. La poussière et les débris créèrent un nuage aveuglant. « Allez! Allez !» cria Sandrine à la radio. Le Hollandais vit l'ouverture. Il attrapa son coéquipier blessé. Direction zone d'évacuation, le parking. Les opérateurs jaillirent du hall, utilisant l'hélicoptère comme couverture. Ils s'agrippèrent à l'arrière de l'appareil en vol stationnaire, se hissant sur les patins. « On est clair. Plein gaz. » hurla le Hollandais. Sandrine tira sur le collectif. L'hélicoptère poussa un dernier cri mécanique et s'arracha vers le ciel nocturne détrempé, laissant derrière lui le chaos du centre hospitalier Sainte-Marthe. En contrebas, les gyrophares de la police et des unités fédérales envahissaient enfin les lieux. Les renforts étaient arrivés. 10 minutes trop tard. Sans l'infirmière aux mains tremblantes, tout le monde serait mort. La base aérienne d'Istres était silencieuse. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres orangées sur le tarmac. Sandrine se tenait près du grillage, en tenue civile, jean, veste en cuir. Son bras était en écharpe, un pansement papillon barrait son arcade. Une berline gouvernementale noire s'arrêta. Le Hollandais descendit le premier, rasé de près, en uniforme de cérémonie. Il ouvrit la portière arrière. Le commandant de la Croix en sortit. Il marchait avec des béquilles, mais il était debout. Il portait son uniforme de parade complet, l'insigne doré des commandos marins brillant sur sa poitrine. Il s'approcha de Sandrine. « On m'a dit que tu avais refusé la décoration, » dit-il doucement. Sandrine haussa les épaules, le regard perdu vers la piste. « Je ne l'ai pas fait pour une médaille. Je voulais juste faire mon travail. »« Tu as fait bien plus que ça, » répondit Delacroix. « Noirval a été démantelé. Les fichiers que tu as sécurisés ont fait tomber 3 responsables politiques corrompus et la moitié du conseil de défense. Tu as nettoyé la maison, Ange. »« Je suis à la retraite, commandant, » dit Sandrine. Enfin j'étais censé l'être. Delacroix sortit un petit écrin de velours de sa poche. « La marine ne peut pas reconnaître officiellement ce qui s'est passé dans cet hôpital, » dit-il. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, ce n'était pas une médaille. C'était une broche. Une petite aile d'ange en or. Mais la fraternité le peut. Les gars de l'unité ont voté. Il sourit. Tu n'es plus Ange. Ton indicatif, désormais, c'est Valkyrie. Parce que tu choisis qui vit et qui meurt. Sandrine prit l'insigne. Une boule se forma dans sa gorge. Et l'hôpital ? Demanda-t-elle. Le maire ? Rit le Hollandais en s'avançant. Il fait face à des poursuites pénales pour négligence médicale et fraude. Et mieux encore, Dumas a démissionné. Le conseil a nommé une nouvelle cadre infirmière. Qui ? Sandrine le maire, répondit-il avec un sourire. Elle a trouvé du courage cette nuit-là. Elle a tout raconté aux enquêteurs. Sandrine sourit. Un vrai sourire, cette fois. L'offre tient toujours, dit Delacroix. On a besoin d'une infirmière de combat pour une nouvelle unité. Pas de paperasse. Pas d'administrateur. Juste la mission. Sandrine regarda ses mains. Elle ne tremblait plus.
Elle leva les yeux vers Delacroix, puis vers l'horizon. On commence quand? À Sainte-Marthe, la salle de pause était silencieuse. Une nouvelle infirmière rangeait les étagères. Hugo Martin, l'interne, entra. Il avait changé. Plus humble. Il vit la nouvelle infirmière lutter avec une caisse trop lourde. Autrefois, il aurait ignoré. Il aurait ri. Laissez, dit-il en s'avançant. Je vais vous aider. Merci, docteur, sourit-elle. Hugo jeta un regard vers le vestiaire vide dans le coin. Celui qui appartenait autrefois à Sandrine. Quelqu'un y avait scotché une petite photo imprimée. Une image floue issue des caméras de sécurité, montrant une femme au milieu de la fumée, tenant une palette de défibrillateur comme un bouclier. En dessous, un seul mot, écrit au marqueur. Respect. Hugo tapota doucement la photo, puis se tourna vers la pièce. Reprenez, dit-il. La légende de l'infirmière qui était une soldate ne quitta jamais ses couloirs, et plus jamais les médecins ne rirent d'une nouvelle recrue. Cette histoire ne parle pas seulement de combat. Elle parle des batailles invisibles que chacun mène en silence. Sandrine Morel représente ces anciens combattants qui marchent parmi nous, portant des compétences et des fardeaux que nous ne voyons pas. Les médecins l'avaient jugée sur son silence, confondant le traumatisme avec de la faiblesse et l'humilité avec de l'incompétence. Dans un monde obsédé par le statut et l'ego, Sandrine nous rappelle que la vraie force n'a pas besoin de se proclamer. Elle se révèle quand le feu commence. C'est un rappel de ne jamais sous-estimer les silencieux, car la personne qui passe la serpillière peut être la seule capable de vous sauver la vie. Si cette histoire vous a donné des frissons, et si vous pensez que nos anciens combattants méritent plus de respect qu'ils n'en reçoivent, faites-le savoir. Aidez-nous à partager ces récits. Et restez attentifs, une nouvelle histoire arrive bientôt.